Bienvenue à toutes et à tous sur le podcast Les Nébuleuses, une conversation avec des Raéliens engagés et passionnés de science, de politique, d'art, de philosophie. Je suis très heureuse de vous présenter ce deuxième épisode et mon tout premier épisode. Pour ce deuxième volet, on accueille Gérard, figure historique de la communauté gay au sein des Raéliens européens. Il va nous raconter son histoire, comment grandir et s'épanouir en tant qu'homosexuel avant les années 2000. Il nous parlera du mariage raélien et de sa différence avec les mariages conventionnels. D'ailleurs, on peut rappeler que le mariage gay au sein de la philosophie raélienne a lui toujours existé. La discussion est un peu plus longue que pour l'épisode précédent, car on n'arrête plus GG et pas facile d'en placer une vis-à-vis d'une telle passion. Petit bonus, j'appelle aussi au téléphone mon père, Jean-Luc, et il nous parlera de sa première rencontre avec son premier gay, GG lui-même. Et je suis allé à Lourdes demander, à l'époque j'étais encore croyant catholique on va dire, demander à la Vierge Marie qu'elle me soigne de mon homosexualité. Ah ouais, waouh. C'était puissant. Hein. Ah ouais. D'ailleurs le jour où j'ai dit ça à ma mère, il y a je sais pas, une dizaine ou une quinzaine d'années après, elle n'a pas capté, elle me dit mais qu'elle te soigne de ta maladie, mais quelle maladie? Je dis mon homosexualité, et là c'était le cri du cœur. Elle me dit mais c'est pas une maladie. Je dis oui, mais à l'époque je ne le savais pas, on n'en parlait pas à la maison ni avec papa ni avec toi, et je me souviens bien, elle était en train de faire la vaisselle et elle a pleuré. Ce podcast vous est présenté par Valérie et Mickaël et vous pouvez nous retrouver sur iTunes, Instagram, YouTube sous le nom Les Nébuleuses Podcast. N'hésitez pas à vous abonner et à mettre 5 étoiles sur l'épisode si vous avez aimé. Merci à toutes et à tous et bonne écoute. C'est parti pour cette conversation avec GG, Gérard ? Avec GG. Donc cette conversation avec GG. Yes. La première fois que j'ai entendu parler de toi, en fait, c'est par mon père. Avant même de te rencontrer, un jour, mon père rentre à la maison. C'était il y a une vingtaine d'années, je crois, et même un peu plus. Et il me dit, ouais, j'ai rencontré un homme, en fait, incroyable. Il est super sympa. Il est un peu comme moi. Il a des formes généreuses. Il a des formes généreuses. Et puis, il est marrant. Il est sympa. Enfin, vraiment. Et il est homosexuel. Et en fait, ça peut paraître un peu étonnant comme ça, mais pour lui, c'est la première fois qu'il rencontrait un homosexuel qui vivait son homosexualité au grand jour et en toute liberté. Et donc, je l'ai interviewé. J'ai appelé mon père, en fait. Et donc, on va écouter ce qu'il nous a dit. Et en plus, je m'en souviens quand il est venu me rencontrer et me le dire. C'est vrai, t'en souviens ? Et c'était après un exercice on faisait les cercles d'énergie. Ouais. Tu sais, dans la clairière. Ça m'avait fait rire. Et il est venu te voir et il t'a dit quoi ? Alors tous les détails, mais que il était positivement surpris par à la fois l'aise avec laquelle j'étais par rapport à mon embonpoint. J'ai toujours été un peu rondouillard, c'est vrai. Et puis là, il en a profité aussi pour me dire, mais voilà, t'es le premier homme homosexuel que je rencontre, que je vois, qui vit ça bien et tout. Après, on était sur les stages. Alors, si tu vis pas ça bien sur les stages, ça va être difficile de vivre ça à l'extérieur. Eh bien, écoute, on va écouter tout de suite mon père parler de sa première rencontre avec toi. L'enseignement sur la sexualité, le premier contact avec des Raéliens, les barbus qui t'embrassent, c'est pas l'habitude qu'un homme m'embrasse, cerise sur le gâteau, donc GG et son copain qui se pelotaient, c'est la première fois de la vie que j'étais là-dedans. Dans la salle de formation, il était une dizaine de rangs devant moi, avec son copain de l'époque, je crois que c'est Christian. C'était la première fois de ma vie, je crois, que je voyais des homosexuels se comporter en public comme un couple traditionnel. Et donc ils se pelotaient, ils s'embrassaient, et ça... J'ai pas de mots, mais qu'est-ce que ça me... J'étais mal.
dernier jour de stage, j'avais un exercice qui s'appelle la boule d'amour. Hein, tu connais, donc on se met au milieu, puis les autres t'entourent. Et donc, pour casser mes vieux schémas, je me suis mis délibérément dans le groupe où il y avait Gégé. Et la simple idée d'avoir un homo qui me caresse, je voulais pulvériser ça. Et comme tout, tu t'aperçois que oui, que ce soit un homo ou quelqu'un d'autre, ça change rien du tout, quoi. Si tu veux, ma grosse surprise, c'est qu'il s'est rien passé quand il m'a caressé. Alors caresser, c'est pas sexuel, tu sais, c'est sur le corps et tout. Et puis moi aussi, quand j'ai mis les mains sur cet homme, il s'est rien passé. Je dis bon, et donc ça a cassé des tas de schémas que j'avais dans la tête. Voilà ce qui s'est passé avec c'est ça qui s'est passé. Donc j'étais en contact avec mes rigidités culturelles, voilà. Oui, parce que toi, t'avais jamais rencontré d'homosexuel avant, en fait. Ou... Non. Ouais. Non. J'étais dans la culture ambiante. Alors, si tu veux, je savais que par rapport à ça, j'avais hérité de quelque chose. Puisque pour mon père, l'homosexualité, c'était vraiment un rejet, parce que 15 ans d'armée, si tu es homosexuel à l'armée, c'est une porte ouverte à beaucoup de brimades. Et donc, mon père avait un discours très cœur, très discriminant. Donc, c'est tout. Mais je n'étais pas très présent, n'empêche que c'était présent. Et c'est tout. C'est il y a un truc dont j'avais honte. Mais à la fois, je l'avais en même temps, je savais que c'était pas OK. Et j'avais... Ma plus grande peur dans ma vie, c'était que Willem soit homo. Ton fils, mon frère. Oui, oui. C'était impressionnant. J'aurais à l'époque, hein, j'aurais préféré, c'est idiot, mais qu'il soit handicapé qu'homosexuel. C'était en quelle année que tu as rencontré Gégé, quoi? 91, je sais pas, 92? Donc c'est ça. C'était fin 91. Qu'est-ce qui a changé du coup en toi par rapport à cette vision de l'homosexualité en fait? Aujourd'hui, tu te dis quoi en fait? Pas quoi. Ça a été la même vision que pour beaucoup de choses. C'est aussi banal que de respirer de l'air ou boire de l'eau. À l'époque, je travaillais chez Carnegie, qui est quand même si ces sujets n'étaient pas abordés, mais si tu veux, c'était quand même une forme d'émanation d'une culture catholique. Et donc, même si on n'a jamais discuté, l'homosexualité était forcément rejetée, même si ce n'était pas un sujet de discussion explicite, mais c'était implicite, c'était ça. Tu sais, moi je suis bisexuelle, mais je sais pas si on en a déjà parlé. Oui, je sais. Et quand tu t'es... oui, je te l'avais dit, je me souviens plus. Enfin, c'était un truc tellement naturel pour moi, mais j'ai... Voilà, un jour on a discuté, tu me l'as dit, puis voilà, puis rien. Donc voilà, la petite interview avec mon père. C'est fou. Enfin, moi, déjà, ça m'a fait plaisir qu'il se livre comme ça, tu vois. Et toi, tu as grandi dans quel cadre familial, en fait? Parce que lui, il est clairement, en fait, voilà, il parle de son père, la façon... Très catho. Et alors, c'est un petit peu similaire, sûrement moins dur quand même. Ouais. Mon père, étant orphelin très jeune, a été éduqué dans une éducation communautaire. Il était en pension, il y est rentré à 7 ans, il est ressorti à 16-17 ans. Ouais. Et après quelques années, c'était la guerre d'Algérie, donc il est reparti dans une atmosphère communautaire avec l'armée militaire. Donc j'ai quand même eu une éducation assez militaire parce qu'il n'avait pas d'autres repères que l'éducation, je dirais, disciplinaire et puis communautaire. Parallèlement à ça, j'ai eu une éducation catholique, mais qui n'était pas extrême, mais j'ai quand même souvenir, ça m'avait marqué, parce que j'étais allé voir la signification dans le dictionnaire. Il y avait un film qui était passé à la télé, je ne saurais pas dire, dans les années 70, milieu des années 70, je devais avoir l'ado, 13-14 ans. Mm-hmm. Il y avait un film et il devait y avoir une histoire d'homosexuel. J'avais bien compris qu'il y avait quelque chose qui s'était passé entre les deux gars. Et mon père avait dit, regarde-moi ces invertis. Et moi, je connaissais le sucre inverti, mais je ne connaissais pas les hommes invertis. Et je me souviens que j'étais allé voir dans le dictionnaire, et quand j'ai vu effectivement la signification, je fais « Ah,
alors il vaut peut-être mieux que je me taise et que je sois discret. Parce que tu savais déjà Ah, j'avais compris, ouais. à quel âge? J'ai compris, écoute, j'étais au collège, 6e, 5e, Ouais. tu vois. Je me souviens que j'avais des copains de classe qui s'échangeaient des photos porno avec des foufounes. Et alors, ils se délectaient, ils s'en racontaient, et je ne comprenais pas pourquoi ils étaient dans des états pareils par rapport aux photos qui, moi, me laissaient froid. Par contre, j'avais quand même bien compris que quand on avait séance de sport, j'adorais mater les jambes poilues de mes petits camarades. Donc déjà, à l'époque, j'avais compris que j'aimais bien les jambes poilues. Donc voilà, et c'est à ce moment-là que j'ai compris qu'il y avait un truc qui clochait par rapport à mes copains. Tu le prenais comme ça à l'époque? C'était un truc qui clochait chez toi? Jamais, on ne parlait pas. Hormis à ce moment-là où j'ai été dans le dictionnaire voir cette histoire d'averti. À l'époque, il n'y avait pas Internet, il n'y avait même pas le Minitel encore. Il y avait pas... Et c'était le genre de choses dont on ne parlait pas. L'insulte PD, oui. Mais je dirais qu'à la limite, à l'époque, je ne savais même pas qu'est-ce que c'était. Je savais que c'était une insulte, mais je ne savais même pas quelle résonance il y avait derrière ce mot-là. Et donc voilà, mais j'avais bien compris qu'effectivement, il y avait quelque chose qui clochait. Donc, je m'étais dit, vaut mieux que je me taise en attendant d'arriver à déterminer qu'est-ce qui cloche. Et comment s'est passé du coup le processus pour toi? Parce que donc très tôt, tu as su que tu étais attiré par les autres. C'était... je venais juste de découvrir le message, mais je partais au service militaire. Enfin, j'ai lu le 3e message. Je n'ai pas encore lu le premier. Le 3e livre. Oui, parce que je ne fais jamais comme tout le monde, je passe par la sortie, moi. Donc... Donc j'ai remonté du 3e, le 2e et le 1er, mais véridique. Hein. Donc là, j'avais lu le 3e message et je pars au service militaire et j'ai fait mon service militaire dans la gendarmerie. Bah oui, ça ne s'invente pas. Et comme j'étais très mal dans ce contexte, en tout cas pendant les mois de caserne, j'étais très mal. J'étais loin de ma famille que j'avais jamais quittée. Bon, alors, on aurait pu dire que j'aurais pu fantasmer sur tous les mecs qu'il y avait à côté. Mais le problème, c'est que je faisais hyper gaffe. Alors qu'en fait, après, j'ai eu des propositions. En règle générale, on l'avait vu dans une statistique, pas une statistique, une étude qu'on avait fait un peu façon Kinsley il y a quelques années en arrière au stage avec Pierre-Paul. Et en fait, pour ceux qui ont osé jouer la carte de la vérité, un maximum d'hommes ont eu leur première expérience sexuelle, peut-être la seule d'ailleurs, avec un autre homme à l'armée. Alors maintenant, il n'y a plus de service militaire, alors, je sais pas, c'est plus libre, c'est plus facile. Mais bref, donc j'étais en gendarmerie et du coup, je m'étais rapproché de la communauté catholique, qui était en plus gérée par 2 homos. Mais ce n'était pas pour ça, parce que ça me faisait rire. Oui, c'était 2 homos gendarmes qui s'occupaient de ce qu'on appelait l'église à ce niveau-là. Et j'ai fait un pèlerinage militaire international à Lourdes. Et je suis allé à Lourdes demander, à l'époque j'étais encore croyant catholique, on va dire, demander à la Vierge Marie qu'elle me soigne de mon homosexualité. Ah ouais, wow. C'était puissant. Hein. Ah ouais. D'ailleurs, le jour où j'ai dit ça à ma mère, il y a je sais pas, une dizaine ou une quinzaine d'années après, elle n'a pas capté. Elle me dit, mais qu'elle te soigne de ta maladie. Mais quelle maladie? Je dis, mon homosexualité. Et là, c'était le cri du cœur. Elle me dit, mais c'est pas une maladie. Je dis, oui, mais à l'époque, je ne le savais pas. On n'en parlait pas à la maison, ni avec papa, ni avec toi. Et je me souviens bien, elle était en train de faire la vaisselle et elle a pleuré. Parce que je pense qu'elle a pris la dimension de ce que c'était pas. Il faut remettre dans le contexte. Il n'y avait pas les gay pride, il n'y avait pas des couples homo ou lesbiens dans tous les soaps américains, français, allemands. On ne parlait pas de ça. C'était vraiment, on était à la fin des années 70, le tout début des années 80. Donc voilà. Et par contre, ce qui m'a libéré, c'est vite vu, c'est la lecture des messages. Qu'est-ce que ça a changé pour toi, du coup? Ça peut paraître surprenant parce que pour la nouvelle génération, ils pourraient me dire « mais il n'y a pas besoin d'aller lire ça dans les livres de Raël ». Mais à l'époque, je n'avais aucune autre référence qui m'était arrivée sous le nez. Et quand j'ai lu que les Elohim ont créé les humains avec toute leur diversité et que reprocher à un homosexuel d'être un homosexuel, c'est comme reprocher à une poule d'être une poule ou à quelqu'un d'avoir les yeux bleus, ça a fait un gros tilt dans ma tête. Et c'est vrai que du coup, ça a été vraiment libérateur. Je me suis émancipé. Ce qui fait que j'étais encore chez mes parents. Je ne sais plus si je crois que je l'ai dit à ma mère. Mon père est décédé maintenant. J'arrive à avoir des discussions assez libres avec ma mère au niveau sexualité, autant même de la sienne d'ailleurs. Et donc, c'est la première année où j'ai travaillé. Mes parents partaient en vacances. Et moi, je venais de décrocher mon premier job d'ailleurs.
Et je suis sorti dans une salle de cinéma gay, mais le truc glauque, à la Croix-Rousse, là, pas très loin de chez Boris. Et pour raconter la petite histoire, pour voir quand même le contexte dans lequel j'étais. Donc je venais d'acheter ma première petite voiture d'occasion, avec mes premiers petits sous. Et je pars, premier soir, je m'habille bien, j'y vais, je passe devant en voiture, je regarde, je me dégonfle, je rentre à la maison. En tout cas, c'était chez mes parents. Le lendemain, toute la journée, ça me travaille dans la tête. Je fais non, il faut quand même que tu essayes et tout. Et j'avais trouvé l'adresse dans le Petit Paumé. Dans le Petit Paumé, à l'époque, il y avait déjà 2-3 adresses, des quelques petits. Alors, il y avait peut-être un bar, je me souviens plus, mais en tout cas, c'était un cinéma. Et puis, j'y retourne le lendemain soir. Je gare la voiture. Je descends à pied, je passe devant, je me dégonfle et je remonte dans la voiture et je rentre. Le troisième soir, je gare la voiture, je passe devant, et là, je pense qu'il y a peut-être un gars qui m'avait vu la veille, qui gérait le truc, qui sort, qui m'interpelle et qui m'a dit « mais entre ». Et en plus, je me rappelle, il m'a offert un bonbon. Qu'est-ce qu'on peut... Moi, avec un bonbon, on m'attire n'importe où. Et non, mais le mec, en plus, c'était super sympa. Ouais. Donc, il me dit, rentre dans la salle. Alors, je vais raconter l'anecdote parce que c'est franchement, quand j'y repense, mais c'est comique. Donc, il m'ouvre la salle et c'était cinéma porno permanent, mais gay. Et donc, je rentre dans la salle, déjà, les noirs, je ne voyais rien du tout, et le film tournait en permanence. Et il y avait 4-5 mecs. Donc, je m'assois, le premier strapontin que je trouve, je m'assois. Et puis, le temps que mes yeux s'habituent à l'obscurité, je vois un gars brun, pas trop moche, 4-5 rangs plus loin, il n'y avait personne entre nous. Bon, je regarde le film, je ne vais pas vous décrire, c'est toujours le même style. Et puis, d'un seul coup, je vois le gars brun qui tape le strapontin contre lui avec sa main pour me faire signe, viens. Oh, le cœur qui bat la chamade, je me relève brusquement, le strapontin, blanc, toute la salle se retourne. Je vais m'asseoir à côté de lui, comme j'avais perdu tous mes moyens, je m'assois, blanc, toute la salle se retourne, et là le gars me fait très gentil. On peut pas dire que tu sois discret, toi. Et là, je savais plus où me mettre, je transpirais, j'aurais pu rentrer dans un trou de sourire. Et le gars était gentil et du coup, je l'ai amené et on a fait ça dans le lit de mes parents d'ailleurs. Mais j'étais tellement paniqué, j'étais tellement tout que comme toute la première fois. Alors c'était moitié première fois parce que c'est encore une autre histoire. Quand je suis parti après en peloton de gendarmerie sur l'autoroute, on partageait des chambres dans l'ancienne gendarmerie. Et le gars de ma chambrée, je m'étais quand même aperçu des fois, voilà, il voulait bien s'habiller un soir pour le bal de je sais plus quoi. Puis il me dit, j'ai pas de nœud papillon. Je lui dis, j'en ai un, je te le prête. Il me dit, attache-le moi. Et j'avais senti qu'il y avait eu un moment un trouble un peu, mais bon, je me dis, attends, tu fais des films, c'est le mec avec qui tu partages ta chambre depuis 8 mois, cool quoi, t'excites pas le bulbe. Et puis la veille de ce qu'on appelle la quille, c'est les 2 seules fois d'ailleurs où j'ai été bourré dans ma vie. J'ai bu un peu d'alcool, mais je n'aimais pas déjà ça, même avant d'avoir cette hygiène de vie raélienne, je n'aimais pas l'alcool. Par contre, lui avait fait des mélanges de pastilles, je sais pas quoi. Donc je rentre, il était rentré dans la chambre avant moi, je rentre dans la chambre, et il était sur son lit, il pleurait. Bon, parce qu'il était bourré. Et moi, déjà, j'avais un grand cœur. Je me dis, qu'est-ce qu'il a ? Il n'est pas bien. Alors je le console et tout, machin. Bon, je sais pas. Et puis bon, je me couchais, puis 5 minutes après, j'entends, viens me sucer. Putain, j'adore. Cache. Là, je me suis pas fait prier 2 fois, n'est-ce pas ? Parce qu'en plus, il était mignon. Et ça a été fait dans un contexte où moi, de toute manière, j'avais pratiquement pas bu. J'étais conscient de ce que je faisais, mais j'avais qu'une trouille. C'est qu'une fois qu'il est dessoulé, ça soit plus la même chanson. Et bon, on n'a pas fait des folies complètes, quoi. Et effectivement, le lendemain, on se quittait. On avait passé 8 mois ensemble dans cette même chambre, entre guillemets, puisqu'on faisait notre service tous les deux à cet endroit-là. Et il m'a même pas dit au revoir. Il était très froid, comme souvent quand il y a un écart comme ça. Et que non, à mon avis, si je le rencontrais maintenant, je pense qu'il a totalement effacé de sa mémoire ce qui a pu se passer. Ça a été la première fois. Et la deuxième fois a été donc avec ce jeune homme, avec le coup du cinéma. Ça, j'avais fait par contre en 82 la transmission de mon plan cellulaire. Ton baptême raélien. Au baptême raélien. Et là, une petite anecdote, c'est que mes parents, moi je suis fils d'ouvrier, donc mes parents n'avaient pas énormément d'argent, donc on partageait la même chambre, mon frère et moi. Et j'avais acheté le symbole après ma transmission, donc la médaille avec le symbole.
Et mon frère savait très bien ce que c'était, puisqu'il entendait parler à la maison de cette secte dans laquelle était le fils des amis, blablabla, que j'avais rencontré d'ailleurs, et c'était assez rigolo, au restaurant, tous mangeaient ensemble, les parents et nous, et il me filait derrière le dossier de la chaise de mon père un flyer pour me dire, un tract pour me dire qu'il y avait une conférence qui à l'époque se passait d'ailleurs au Palais de la Bourse, en plein centre-ville à Lyon. Donc on était hyper discrets, c'était pire que pendant la Résistance. Et là, mon frère, un soir, je faisais très attention qu'on ne voyait pas mon symbole. Je le portais, mais je faisais. Et un jour, un soir, j'enlève mon t-shirt pour me mettre, on se mettait en pyjama à l'époque. Et là, mon frère voit le symbole. Et je me souviendrai toujours, ça n'a pas changé d'ailleurs, ses enfants ont à peu près le même caractère. C'est ah, ça a été vu, t'as Aurélien, t'as la médaille, je vais le dire à papa et tout. Et il avait eu pour Noël avant une magnifique maquette d'un destroyer ou je sais pas quoi, enfin un truc, il avait passé des heures pour le monter et le peindre, qui était posé sur une tablette sur le radiateur. Et je lui dis, c'est clair, t'ouvres ta gueule, t'as plus de destroyer, il est détruit le destroyer. Et alors, bien sûr, il a dû tenir une semaine, mais comme de toute manière, c'est une balance, il est allé le dire, et donc le destroyer était détruit. Ah oui, t'as tenu parole. Non, j'ai tenu parole, j'avais pas encore toute la philosophie raélienne éduquée, tu vois. La non-violence. Et la non-violence, et le pardon. Et par contre, mon père, oui, il m'a carrément presque mis au milieu du mur en disant, de toute manière, tu feras ce que tu voudras, mais pas sous mon toit. Pas tant que tu es chez moi. Et j'ai fait ma transmission en avril 82, mon baptême, et je suis entré dans mon premier studio en juin 83, parce qu'il fallait le temps que je mette des petits sous de côté et tout. Je commençais à travailler pour pouvoir prendre mon indépendance, quoi. Donc à partir de juin 83, youpi, je suis parti aller coller des affiches avec toute l'équipe de Lyon à l'époque, les anciens de Lyon, aller aider pour les conférences. Et parallèlement à ça, je suis allé draguer sur les quais du Rhône à l'époque, là où tout le monde venait promener son chien. Il venait très loin promener son chien, d'ailleurs, sur les quais du Rhône. C'est assez rigolo. Donc voilà, et c'est vraiment à partir de là où j'ai pu commencer à faire ce que je voulais. Par contre, il a fallu attendre... c'est pas si longtemps que ça, novembre 83, pour que je le dise à mes parents. On appelait pas ça coming out à l'époque, parce qu'on connaissait pas trop cette expression en France, mais où j'avais rencontré, et en plus, c'est assez rigolo, c'était un de mes deux parrains raéliens qui avait signé donc mon acte d'apostasie. Attends, est-ce que tu peux expliquer un petit peu plus ce que c'est qu'un acte d'apostasie ? Ah, l'acte d'apostasie. Oui, l'acte d'apostasie, c'est... apostasier, ça veut dire renoncer à la religion dans laquelle on a été, en tout cas, inscrit quelque part et éduqué, alors qu'on ne l'avait pas choisi. Donc là, en l'occurrence, pour moi, ayant été baptisé catholique quand j'étais tout petit, qu'un bébé qui ne comprenait pas ce qui lui arrivait, et que j'ai été inscrit donc, dans les grands livres de l'évêché ou l'archevêché, je ne sais plus, de Lyon, voilà, c'est un acte qui dit, voilà, maintenant que je suis adulte, conscient, je réfute cet acte qui a été fait contre mon gré, parce que je n'étais pas adulte, je n'étais pas conscient, j'étais qu'un bébé. Donc même moi, j'ai choisi consciemment, j'allais dire mon âme et conscience, ouais, plutôt dans ma conscience, l'âme on y verra après, de changer de religion, d'abandonner celle-là, et puis d'embrasser la philosophie ou la religion raélienne. Donc voilà, et donc c'était un de mes deux parrains. Est-ce que je voulais te parler plus de l'évolution un peu de la société, parce que quand même il y a quand même eu des changements au niveau de la société. Là tu parlais du coming out, là on a bien sûr plus récemment le mariage, pour toute personne qui a envie de se marier, mais il y a eu quand même l'annonce gouvernementale, tu sais, en 1982, où tout d'un coup en fait l'homosexualité n'était plus reconnue comme était dépénalisée. Est-ce que tu as senti un changement, ça? Ouais, je pense. Oui, c'est Mitterrand qui avait fait ça. Et ouais, ça doit être 82, je crois que c'est ça, ouais, 82. Oui, à partir de ce moment-là, il a commencé à avoir un petit peu plus de bars gays, plus de saunas gays, de lieux gays. Et c'est vrai qu'on sentait l'amorce que autant avant c'était très underground, très, très caché, autant après ça commençait. On n'en était pas au Gay Pride. Dans les Gay Pride, il a fallu attendre encore une dizaine d'années, si j'ai réfléchi, ou à peu près. Mais on sentait quand même que oui.
les choses avaient bougé. Là, c'était la dépénalisation de l'homosexualité, donc qui n'avait pas dû bouger depuis peut-être Napoléon, je crois. Et par contre, le fait de la modification à l'ONU, que ce ne soit plus une maladie entre guillemets mentale, je ne me souviens plus quand c'était. J'aurais presque tendance à dire que c'était peut-être avant, mais c'est même pas sûr. Ce que j'avais vu, ouais, c'était avant. C'est possible. 1900, ouais, j'avoue que non, c'est 90 pour que l'Organisation mondiale donc, de la santé supprime l'homosexualité. Pour une fois, la France avait été un peu en avance là-dessus. Oui. L'Angleterre, elle l'avait encore. Hein. Sous Thatcher, c'était encore, je me souviens plus, je sais pas si c'est pas L10 ou un truc comme ça, où il y avait encore la pénalisation de l'homosexualité, qui était la même depuis l'époque victorienne. Donc on restait vraiment avec les vieux dinosaures là. Mais c'est vrai que oui, ça a commencé à changer. Et là où la deuxième étape, ça a vraiment commencé à changer, puisque donc j'ai participé à l'élaboration de la première Gay Pride de Lyon, en tout cas. À l'époque, il y avait l'embryon de ce qui est maintenant Aramis, je pense qu'on en parlera après, et qui s'appelait la cellule diversité sexuelle. Est-ce que tu veux parler d'Aramis ? On peut en parler maintenant. On peut en parler maintenant. Est-ce que tu peux nous expliquer donc, dans quel contexte Aramis a été créé ? Qu'est-ce que c'est ? Et aussi, quel est le but d'Aramis ? Ok. Début des années 90, donc au Canada, Raël avait souhaité qu'il se crée quelque chose éventuellement, mais pas un organe entre guillemets officiel du mouvement, mais un groupe de Raéliens et de Raéliennes, diversité sexuelle, on va dire, et qui crée quelque chose. Donc au Canada, c'était Marie-Marcel Godbout qui avait commencé, donc transsexuelle. Et puis en France, on m'a demandé. Voilà. Et donc on a commencé comme ça, et jusqu'à 2004, je crois, où là, effectivement, Maître Raël a décidé de créer un organe à l'intérieur du mouvement. Donc, c'était dans la même lignée de ce qui existait avant, de devenir plus officiel, des Raéliens, des Raéliennes, des transsexuels, des bisexuels, voire même des hétérosexuels qui voulaient nous donner un coup de main, qui allaient bien diffuser le message des Elohim, plus particulièrement auprès de ce qu'on appelle la communauté LGBT. Maintenant, il y a plein d'autres lettres qui se rajoutent, mais en gros, donc lesbiennes, gays, bi et trans. Parce que tout simplement, on est plus à l'aise pour aller discuter effectivement avec des gays et des lesbiennes, pour parler de choses qui nous sont communes, plutôt que quelqu'un qui ne connaît pas du tout ce monde-là, comme si moi, demain, on me lance dans le monde, je ne sais pas, moi... de l'industrie automobile, je vais être complètement largué, quoi. Donc c'était ça l'idée. Mais à l'époque, donc au début des années 90, c'était vraiment le début des Gay Pride. La première Gay Pride de Paris, la première Gay Pride de Lyon. Donc on essayait de participer. Donc déjà à l'époque, la plupart du temps, on se faisait refouler parce que, oui, d'accord, vous êtes gay, vous êtes lesbienne. Ah, mais vous êtes raélien ? Non. Il y avait même eu un petit... on ne va pas parler des choses négatives, mais il y a eu un clash, un coup à Toulouse, où il y a quelqu'un qui avait balancé « il faudrait réouvrir les fours crématoires pour y brûler tous les raéliens ». Mais c'est quand même un peu étonnant, quand même. C'est des personnes qui sont discriminées, qui se retrouvent ensemble. Je suis d'accord. Pour parler d'amour, en fait. Eric, nous discriminent à notre tour. Je vais te raconter une anecdote qui, moi, ça a été un saut de glace. Au début des années 90, donc quand on était justement encore cellule diversité sexuelle, embryon d'Aramis, et je rentrerai plus dans le détail d'Aramis après, je vais à la Maison des homosexualités à Lyon. Preuve qu'il y avait des choses qui avaient bougé, puisqu'il y avait une association qui s'appelait la Maison des homosexualités à Lyon, et où il y avait des permanences, il y avait de la littérature, on pouvait rencontrer des gens, discuter, il y avait l'association des parents de gays et lesbiens. Enfin, vraiment, ça commençait à se structurer, c'était sympa. Donc je trouvais déjà la démarche assez sympathique. Et puis là, je prends une brochure et je vois un poème sur l'amour des différences. Il aurait pu être écrit par un raélien, mais à tirer les larmes. Magnifique. Signé Dominique. Donc je demande au président qui était là, je fais, mais est-ce que Dominique, il est là? Bon, dans ma tête, c'était un homme.
Est-ce que Dominique, il est là? Je voudrais vraiment le féliciter pour son poème. Fait, non, c'est pas il, c'est elle. C'est la jeune femme là-bas, brune, assise sur le canapé. Et j'avais mon symbole, bien entendu, autour de mon cou. Et je me dirige vers cette personne en me disant « love, love », quoi. Et là, elle voit mon symbole, elle hurle « mais tu es raélien !» Et elle m'a insulté. Et je me rappelle, c'était l'ordre fermé. C'était presque l'ordre fermé, l'association. Le président, voyant ça, il était mi-figue, mi-raisin avec mon symbole aussi. Donc, il nous a pratiquement tous mis à la porte. Et je me souviens descendre les escaliers de ce vieil immeuble de la Croix-Rousse, encore une fois, en courant après cette Dominique, en lui disant « Mais comment tu peux réagir comme ça ? Dis-moi que c'est pas toi qui as écrit ça, ça faisait tilt dans ma tête !» Et elle me fuyait comme si elle était poursuivie par le diable. Tu vois, ça remonte à un certain nombre d'années, je me rappelle toujours sa réaction. Et là, ça a été le clash dans ma tête. Je ne comprenais pas. Je suis arrivé la fleur au fusil en me disant « Maison des homosexualités », enfin, quelqu'un qui a écrit ce poème-là, c'est waouh, quoi. Et non. Et non. Et je suis d'accord avec toi, et ça se passe encore, hein, je ne comprends pas. Parce qu'on a essayé plusieurs fois de participer à des Gay Pride et on nous fait refuser. Au mieux, on nous met à la fin et on nous tolère, à la fin en queue de cortège. Mais combien de fois on s'est pris de nez avec les organisateurs ? Et même pour dire, à un moment donc, où il y avait un des membres donc, de ce qui n'était pas encore Aramis, ce qui allait devenir, qui avait participé aux réunions d'organisation, où il me racontait que c'était des prises de tête entre... Je vais être très critique, mais tu mets 10 homosexuels dans une pièce, tu reviens 10 minutes après, ils se crêpent le chignon. On dit des filles, c'est notre côté féminin. Donc il me racontait les séances, il me disait, mais c'est une horreur, quoi. Donc il y avait vraiment mis du temps et de l'énergie, et vraiment du positivisme pour continuer. Et bien, malgré ça, alors qu'ils faisaient partie des organisateurs, ils nous ont toléré la première année, la deuxième année, ils ne nous ont pas voulu. Ouais, donc il y a quand même du chemin pour quelque chose qui est censé justement célébrer l'amour, les différences. Et finalement... Mais combien de fois, c'est une phrase que j'ai dit, mais comment toi, homosexuel, tu peux me rejeter, moi, en tant que raélien ? Ne mélange pas, c'est pas la même chose. J'ai même entendu un jour à Nantes, vous utilisez la culture gay pour votre secte. Ouais. J'ai pas pu, j'ai éclaté de rire au gars. Ouais, après, j'ai moins éclaté de rire parce qu'il avait arraché le poster de l'ambassade et il l'a complètement piétiné et déchiqueté. Bon, je dis, tu sais qu'une image, tu peux te défouler si tu veux. Enfin, bon, ça m'embête pour mon ambassade. Ouais. Mais j'ai adoré la culture gay, quoi. Ah bon, je n'étais pas au courant. Il y a une culture gay. Ok. Mais voilà, je pourrais en rajouter des tonnes d'anecdotes comme ça, mais c'est vrai que je pense que ça a été le côté le plus baf dans la figure, parce que j'y allais la fleur au fusil, peace and love, et en m'attendant à ce que... Et pas du tout. C'est pas parce qu'on est différent dans sa sexualité qu'on est largement beaucoup plus tolérant que les autres. Yes. Et j'ai le sentiment aussi qu'Aramis a aussi un rôle en interne. Oui, mais je pense que c'est aussi pour ça. Je ne voudrais pas faire parler Maitreya, mais je pense que Maitreya Raël, à mon avis, c'était à la fois pour l'extérieur, mais c'était aussi à la fois pour l'intérieur. J'ai eu surpris des fois des réflexions de certains raéliens, plus souvent les hommes que les femmes d'ailleurs, ce qui ne m'étonne pas, où waouh, tu avais envie de dire à la personne, t'es sûr que t'es bien raélien dans ta tête ? Parce que ça interpelle fort. Et effectivement, Aramis, c'est aussi une manière d'éduquer à l'intérieur. Mais après, ça peut tout à fait se comprendre, comme bien pour sûr. Tout le reste. On voit le témoignage de mon père. Et raélienne, oui, tout à fait. Raélien, on est issus de cette société. Les nouvelles générations, toi, Mika, voilà, toutes les nouvelles générations, bien entendu, sont plus ouvertes. Mais ma génération, voire les générations d'avant, Jean-Luc, par exemple, Jean-Luc l'a fortement exprimé par rapport à l'éducation qu'il a eue de ton grand-père. On arrive dans le mouvement, on est encore empreint de cette vision et de cette manière de penser. Donc, c'est pas toujours évident. Donc, il est clair qu'Aramis a aussi un rôle d'éducation à l'intérieur du mouvement.
Il y a un rôle. Et en fait, donc au stage, en fait, qu'on organise chaque année, chaque été, on organise des stages européens où on se réunit, on fait des exercices d'éveil, de méditation. Et vous avez un stand, et sur ce stand, il y a quelque chose pour moi qui a toujours été très important, vous mettez des préservatifs. Et tu sais, je lisais à la fois une étude en fait sur l'acceptation de l'homosexualité dans la société et sur les conséquences en fait de l'homophobie. Et sur la protection par rapport au sida, par rapport aux maladies. Et en fait, le rapport disait que dans les sociétés homophobes, en fait, les homosexuels, en fait, se protègent moins, voire pas du tout. Okay. Parce qu'en fait, dans une société homophobe, si tu n'as pas ta place en tant qu'individu, en fait, pourquoi protéger ta vie? Pourquoi faire attention à toi, tu vois? Et moi, j'ai toujours trouvé ça très intéressant, le fait d'avoir des préservatifs. C'est-à-dire qu'en fait, chacun a une place, en fait. Et la vie est précieuse, la vie de chacun est précieuse, et les Raéliens se protègent. Et le fait de proposer des préservatifs, pour moi, c'est un message pour dire que oui, que tu sois homosexuel, bisexuel, peu importe, en fait, protège-toi. Protège tes partenaires, ton partenaire, ta partenaire, en fait. Et j'ai trouvé ça très intéressant. Et je sais pas, tu vois ce que je veux dire un petit peu? Il y a plusieurs sources. La première raison des préservatifs, c'est simplement parce que dans l'enseignement de Maitreya Raël, ça revient, et depuis des dizaines et des dizaines d'années, depuis le début, ça revient, c'est récurrent, protégez-vous. Pas que du sida d'ailleurs, il y a d'autres maladies, voilà, le sida étant la pire. Donc c'est ça. Donc déjà pour nous, c'était quand même une partie de la symbolique du message. Sachant que les préservatifs distribués sur le stand d'Aramis ne sont pas uniquement destinés qu'aux LGBT. On n'allait pas demander une carte d'identité sexuelle pour dire toi tu y as droit, toi non, t'es hétéro, tu vas te les acheter. Non, bien entendu, d'ailleurs c'était souvent un jeu. Après, la deuxième chose aussi, c'est que chronologiquement, dû à l'âge, les gens qui s'occupaient d'Aramis, dont je faisais partie, et je fais toujours partie quelque part, même si je n'ai plus vraiment de grosses responsabilités chez Aramis, on est des personnes qui arrivent des années 80. Le nombre d'amis, voire d'amants, qui sont morts depuis du sida, à un moment, ça tombait comme des mouches, et moi, j'avais l'impression que c'était le parcours du combattant, et c'était le parcours miné. Bon, heureusement pour moi, j'ai commencé à avoir une vie sexuelle après avoir lu les messages. Donc, du coup, j'ai été éduqué à travers l'enseignement raélien, j'ai été éduqué à la protection. Peut-être que si je ne l'avais pas été, parce que personne dans ma famille me parlait de préservatif ou quoi. Donc, et au tout début, moi, j'ai vraiment vécu le début de l'arrivée du sida, où on ne savait pas ce que c'était. Donc, on parlait du cancer gay, tout. Donc, j'ai quand même eu une partie de ma sexualité, mais très très courte, où je ne mettais pas de préservatif parce qu'on n'en parlait pas, on ne savait pas. Et à partir du moment où le sida est arrivé, comme par hasard, ça a été mon premier stage raélien. Là, effectivement, il y a eu le discours de Maitreya. Et là, à ce moment-là, j'ai toujours eu des rapports protégés. Donc, il y avait aussi cette sensibilité due à notre génération. J'adore le film 120 battements par minute. À chaque fois, ça me crée de l'émotion quand je le vois. Ça me remet dans cette époque-là. Et il y avait aussi une anecdote, c'est que, bien entendu, on essayait de trouver tous les moyens pour pouvoir diffuser. Et il y a la journée internationale contre le sida qui est le 1er décembre. Et donc, on distribuait des flyers raéliens avec un préservatif. Et je me souviens, ça devait être, je crois, peut-être la première année où j'ai rencontré Cyril, qui nous avait fait un magnifique dessin avec 2 homos qui s'aimaient et qui ouvraient un parapluie en forme de préservatif. Et d'où est mon mec pour dessiner. et je me rappelle une réflexion, et ça date déjà, une jeune fille qui prend, c'était à Saint-Jean, on passait par Saint-Jean, le cortège, qui prend le préservatif, qui nous remercie, qui prend le flyer, qui le lit, et qui fait « Ah bah pour une fois qu'il y a une église de quelque religion que je ne connais pas, qui donne des préservatifs et qui nous prévient, eh ben elle est géniale cette église. » Elle a sorti une chose dans ce goût-là. Et elle nous avait remercié. Et je me souviens plus particulièrement, on l'a fait pendant des années, mais je me souviens plus particulièrement que le fait de donner un préservatif avec l'information de qui on était très positive. Parce que justement, on allait à l'encontre
des autres religions qui, en gros, disent de toute manière, vous n'êtes pas normaux, donc vous n'avez pas le droit d'avoir une sexualité. Au pire, si vous l'avez sans préservatif, ça fera un anormal de moins sur la planète. En gros, c'est un peu ça. Hein. Donc, c'est vrai que ça changeait de discours. Et je sais qu'on a eu des impacts positifs par rapport à ça. Alors après, on avait des associations qui nous donnaient gratuitement des préservatifs. Je sais qu'on a acheté personnellement des boîtes de préservatifs dans des magasins qui les vendaient pas trop cher. Pas de publicité pour les magasins. Et puis, il arrive un moment où, effectivement, les budgets se sont fermés pour ces associations de prévention du sida. C'est là où on voit qu'on ne va pas dans le bon sens non plus. Et c'était très difficile. Je pourrais demander à Boris, mais je pense qu'il doit avoir beaucoup plus de difficultés à se faire fournir des grosses boîtes de préservatifs pour qu'on puisse donner gratuitement, qu'avant, on n'avait pas trop de soucis. Moi, je ressortais, j'en avais des sacs pleins et on pouvait en distribuer à plein de gens, quoi. Moi, je voulais aussi parler avec toi quand même d'un peu de l'évolution de la société par rapport au mariage en général. Voilà. Voilà, reconnaître un peu ta vision, en fait. Ma vision, le mariage. Et aussi la vision, peut-être aussi un peu parler de la vision raélienne, en fait, du mariage. Raélienne. Et parler quand même. Puis peut-être aussi par rapport à l'homosexualité. Oui, mais c'est bien, justement, parce que quelquefois, on jette un peu le bébé avec l'eau du bain. Il est clair que philosophiquement, par rapport au message raélien, un être humain n'appartient pas à un autre être humain. C'est deux êtres humains qui sont libres, qui ont décidé de faire un bout de chemin ensemble, comme dit Maitreya Raël, de laver leurs culottes ensemble. Ça, j'adore. Sachant que l'être humain étant changeant, il n'est pas dit que d'ici 6 mois, 2 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, on soit toujours avec la même personne, parce qu'on n'a peut-être pas envie de rester avec cette personne-là et qu'on peut rester très amis et prendre des chemins un peu différents, quoi. Donc, vous êtes mariés pour le meilleur et pour le pire. Écoutez, monsieur le curé, gardez donc le pire, je vais garder le meilleur. Non. Par contre, le fait de militer pour une égalité des droits. Je suis citoyen français, je paye mes impôts en France. Pourquoi un couple hétérosexuel aurait-il le droit de se marier et qu'un couple homo, lesbien ou gay, n'en aurait pas le droit? Donc là, on ne peut pas dire égalité, fraternité et liberté, et ça ne marchait pas. Alors effectivement, en 2013, ça a pu se faire. Je me suis marié, Cyril et moi, on est mariés aux yeux de la République. Tout simplement parce que... Je n'ai pas été invitée. Et tu n'as pas été invité parce que justement, je ne voulais pas de robe blanche. Cyril non plus, avec la barbe, ça aurait fait bizarre. On l'a fait vraiment plus simple, je sais pas, on devait peut-être 5-6 quoi, à la mairie de Saint-Rémy. Bon, nous on l'a fait techniquement parce qu'on achetait cette maison-là. Et Cyril ayant 20 ans de moins que moi, dans l'ordre logique des choses, je devrais partir en espérant arriver sur la planète des éternels, mais ça c'est pas moi qui décide, avant lui. Voilà, il fallait quand même protéger au niveau légal, sachant que le Pacs ne donnait pas du tout les mêmes droits que les couples mariés, même si Sarkozy, pour ne pas le nommer, avait quand même amélioré un peu la sauce, mais il restait des différences, et que nous, c'était uniquement pour ça. Mais voilà, ça faisait 2013, ça faisait bien une dizaine d'années, ouais, pratiquement qu'on avait été mariés religieusement par Raël. Alors on pourra parler justement du mariage raélien, qui est quelque chose quand même de symbolique, parce que c'est vraiment... Tu veux dire, du coup, c'est quoi la différence entre un mariage raélien Un mariage raélien, mais déjà, c'est l'occasion de faire la fête, et une de plus, et en même temps, c'est vraiment le texte du mariage raélien, c'est vous pouvez vous aimer pour une nuit, pour une journée, pour un mois, pour la vie. Par contre, c'est pas pour le meilleur et pour le pire, c'est ayez conscience que à partir du moment où il n'y a plus d'amour, et avant que l'amour éventuellement laisse la place à la haine, et on en voit beaucoup autour de nous dans des cas de divorce un peu difficiles, ayez la conscience de vous séparer tout en conservant l'amour entre vous. Ça change du discours traditionnel, hein. Donc voilà. Et puis il y a un petit truc symbolique, quoi. C'est de dire devant éventuellement soit un guide, soit Raël, et puis tous ses amis, voilà, je suis amoureux de telle personne et j'ai envie d'être avec elle, et puis peut-être que ce sera pour la nuit, que pour la semaine, que pour le mois ou que pour les 15 ans. En l'occurrence, Cyril et moi, ça fera 15 ans au mois d'août.
Donc voilà, mais après, bon, peut-être que dans 10 ans, ce sera plus ça, ou peut-être qu'il va partir dans 2 mois ou dans 2 jours, je ne sais pas, je suis peut-être pas encore au courant. Donc voilà. Donc là, nous, on l'a fait parce que justement, ça nous donnait, justement, ayant milité pour avoir les mêmes droits, du coup, on avait les mêmes droits, donc ça nous permettait de nous protéger par rapport spécifiquement à l'achat de la maison. Basta, mais on n'y a rien mis de mystique ou quoi que ce soit derrière. D'ailleurs, Cyril, souvent, quand on a des amis paraéliens et qui font « Ah ouais, c'est génial, vous êtes mariés, oh, c'est beau, c'est romantique », et Cyril, il fait « Non, c'est pour des raisons fiscales ». Et là, les personnes, tu sais, elles ne savent pas si c'est du lard ou du cochon, donc elles ne comprennent pas. Mais en attendant, ça reste une très belle chose, une très bonne chose qu'un couple puisse profiter des mêmes, Tout à fait. des mêmes tarifications lors du divorce que... Exactement, aussi. Et les enfants. Alors, il y a aussi la possibilité d'adoption. Alors, c'est vrai, quand j'ai rencontré Cyril, il aurait aimé avoir des enfants. Après, maintenant, les lois de l'adoption en France font que, étant un petit peu plus âgé que Cyril, on fait un cumul d'âge à tous les deux qui fait que on dépasse. Après, on pourrait aller à l'étranger et tout ça. Mais ce qui m'a fait sourire, c'est que depuis, Cyril a changé et il a vu mon neveu, ma nièce, il a des neveux et nièces maintenant, et il me dit finalement, les enfants, c'est bien chez les autres. Et puis après tout, on a un cœur qui est suffisamment grand. Tous les enfants de l'humanité sont nos enfants. On a une humanité là à tenter de sauver, on va dire, entre guillemets, même si on ne veut pas se placer en sauveur psychologique de l'humanité. Mais voilà, tous les enfants sont mes enfants. Non, mais ce qui compte, c'est comme tu disais, c'est l'égalité des droits, quoi. C'est l'égalité des droits. Donc il y a l'adoption. Et c'est pour ça que ça m'a mis hors de moi, effectivement, quand il y a eu toutes ces manifestations, une famille, c'est un papa, une maman. Enfin, ça a fait ressurgir non seulement des propos homophobes, des actes homophobes. L'homophobie a remonté, les actes, les agressions homophobes ont largement remonté pendant cette période-là. Et moi, ce qui me fait sourire, bon, tu couperas ou tu couperas pas au montage, mais quand je vois que lors des manifs, là, il y avait toutes les familles catho avec la poussette et les gamins dans la poussette, et qui très courageusement poussaient la poussette devant eux face au CRS. Dites donc, si c'est ça, une famille unie, ils sont super courageux. Hein. Donc voilà, mais c'est vrai que là, j'avoue que j'avais du mal à ne pas rentrer dans la colère. Ouais. Malgré tout, alors, pour toi, quelle est la prochaine étape alors au niveau d'un point de vue de la société? La prochaine étape, c'est qu'on fasse plus de différence. Je veux dire qu'on est des humains. Je veux dire, c'est... Au niveau symbole, ce serait quoi? Ce serait un président homosexuel? Bon, il y a déjà des pays qui ont un pays... Il y a eu une rumeur qui disait qu'il l'était en partie. Alors, Macron, oui. Je vous dirais, si je couche avec lui, je vous dirais que je confirmerai. Mais non, pour moi, un monde idéal, c'est un monde où on ne se pose pas la question. Je rencontre quelqu'un... déjà, quand vous rencontrez quelqu'un pour la première fois, vous allez rarement lui demander avec qui il couche, si c'est un homme, si c'est une femme. Voilà, alors je sais qu'en France, on a un problème un petit peu par rapport à l'argent, mais quand on rencontre quelqu'un pour la première fois, rarement on va lui demander combien il gagne. Les Américains sont plus cool avec ça. Rarement on lui demande quelle est sa religion, parce que ça reste encore un peu... Donc on lui demande pas quelle est sa sexualité. Donc dans un monde idéal, ce sont un homme, une femme, 2 hommes, 2 femmes, peut-être une femme née génétiquement femme et qui veut devenir homme, peut-être un homme génétiquement né homme et puis qui veut devenir femme. Voilà, mais on ne se pose pas la question. Quoi. Je rencontre un être humain, je ne rencontre pas... C'est une anecdote qui va peut-être imager ça. Dans ma vie professionnelle antérieure, j'avais rencontré la responsable du syndicat de la parfumerie et de l'esthétique, je ne sais plus trop quoi. Et c'était une femme. Et puis, j'étais un des très très rares hommes, sûrement moi maintenant, qui était esthéticien, cosméticien. Et on devait faire un truc comme ça. Et je me souviens, elle me fait « Oui, mais il y a un point qui est gênant. » Alors je fais « Bon, lequel ? » « Vous êtes un homme. » Et c'est une femme qui m'a dit ça quand même. « Vous êtes un homme. » Et je me rappelle, j'avais posé ma main sur mon sexe, je lui ai dit « Je ne vous demande pas de regarder là. » Et je l'ai posé après sur mon front et je lui ai dit « Je vous demande de regarder là. » Ben voilà.
C'est ça le monde idéal pour moi. Bon, bah, super. Alors attends, je regarde si j'ai une dernière question. T'as de la mémoire encore? T'interroges un grand bavard, hein, tu sais. Non, mais c'est le but, hein. C'est le but de me faire parler. Non, mais c'est vrai. Je te raconte une anecdote, tu la mettras ou pas, tu la couperas. C'était, je ne sais plus, deuxième stage, je crois encore. Et puis, un Raélien de la région de Lyon, bien sûr, dont je tairai l'identité. Et c'est vrai, je le voyais souvent tourner autour de moi. Hein. Et puis, un soir, moi, j'étais en train de draguer un autre Raélien qui était très beau du Sud, qui n'est plus maintenant, on ne le voit plus. Et il tournait et tout, puis il se faisait tard. Et puis donc, le jeune homme, je comprends que je ne l'intéressais pas, qu'il n'était pas branché mec. Il retourne dans sa tente se coucher. Et puis donc, ce Raélien lyonnais vient vers moi et il commence. Gérard, on se connaît depuis longtemps, tu sais, je t'apprécie beaucoup. Et il n'avait pas sa compagne cette année-là. Elle n'avait pas dû avoir de vacances, elle n'avait pas pu venir. Je t'apprécie beaucoup. Mais où est-ce qu'il veut en venir? Et au moment où il crache le morceau, écoute, est-ce que tu voudrais venir dans ma tente? On pourrait faire un peu de sensualité. Alors bien sûr, on utilise les mots raéliens, sensualité et tout. Et en fait, oui, mais c'était ça, c'est que ça. Mais depuis la première fois où on s'était rencontrés, donc c'était au début où j'étais raélien, déjà, pareil, ça l'avait interpellé. Ah ouais, pour la première fois, j'en vois un de raélien, d'homosexuel. En plus, je peux le toucher, ça devient un ami. Et en fait, on a passé une nuit ensemble. Et alors, c'était assez rigolo parce que... ça, tu comprends. Parce que chaque fois que je faisais quelque chose, il faisait des « Ah !» Je me dis « Bon, écoute, je sais que je suis doué, mais quand même !» Et alors, à un moment, écoute, j'ai pas pu m'empêcher. Je lui dis « Mais avec ta compagne, alors, vous faites quoi ?» Et c'est là où il m'a dit, écoute, elle s'allonge, elle fait, attends Cyril a une expression. L'étoile de mer? L'étoile de mer, voilà, ça c'est une expression d'autre génération, je ne connaissais pas. Elle fait l'étoile de mer et elle attend que ça passe. Je comprends que tu viennes voir les mecs. Donc, voilà, c'était un peu dans le même contexte. Et bon, là, il s'avérait qu'effectivement, ce garçon-là, d'ailleurs, la première fois, je me souviens, premier rassemblement raélien à Lyon, où je l'ai vu, justement, j'ai cru qu'il était homo. Et un autre raélien m'a dit, mais non, regarde, la petite blonde qui est à côté, c'est sa compagne. Ah. Et donc, il est bisexuel, sûrement aussi. Mais... De toute façon, il y avait une étude... Sur la bisexualité? Oui. Ah oui, c'est clair. En fait, 100% des taux bien sûr, c'est très, très rare. Ça aussi, c'était assez rigolo parce que on avait repris, c'était il y a déjà au moins une dizaine d'années, je pense, on avait repris un petit peu sur le mode de Kinsey, professeur Kinsey, et on avait demandé donc aux Raéliens pendant les stages, de manière anonyme, un petit papier, avez-vous déjà eu une relation homosexuelle? Alors, êtes-vous un homme, êtes-vous une femme? Avez-vous déjà eu une relation homosexuelle? Une, plusieurs? Vous classeriez-vous dans homosexuel, bisexuel, hétérosexuel, en gardant toujours les étiquettes, parce qu'il faut quand même des étiquettes dans cette société. Et je me souviens, alors, les femmes avaient été... Donc, on avait dépouillé ça, d'ailleurs, dans notre chambre sur les stages. Les femmes avaient été beaucoup plus honnêtes. Donc, dans l'énergie féminine, dans l'esprit féminin, c'est beaucoup moins tabou et finalement beaucoup plus naturel de dire que oui, entre filles, on a pu avoir. Chez les hommes, alors, il y a eu beaucoup de bulletins non retournés, des bulletins où c'était coché non, jamais, mais c'était pas écrit, c'était gravé, le papier était déchiré. Ça. Non, mais on a eu un retour, on n'aurait pas pensé. Et donc, il ressortait... donc, c'était là ce que je disais tout à l'heure, il ressortait quand même, pour les hommes qui avaient eu l'honnêteté de répondre, que c'était... Ceux qui répondaient une fois, c'était à l'armée. Ah ouais. Mais on sentait bien qu'il y avait une différence dans la franchise de réponse des femmes par rapport aux hommes. Donc, ça reste encore tabou dans l'esprit macho-mec de le dire, voire de le faire, que chez les femmes... Comme vous êtes, à mon avis, plus souvent ensemble, plus proches. Mais c'est pas la même image. Pas la même image. Regarde, mon père, il avait peur que mon frère soit homosexuel. Alors que toi, ils s'en foutent. Moi, rien à foutre. Tu peux faire ce que tu veux. Donc, mais par contre, tu vois, il y a quand même une image autour de l'homme, autour de la virilité, autour de la masculinité qui
complètement... Alors, est-ce que c'est lié au fait que oui, alors après tout, bon, ma fille, si elle est lesbienne, non, mais c'est mon fils qui va porter le nom dans le futur. Donc, tu comprends, si mon fils est homosexuel, ça veut dire qu'il ne va pas pouvoir se marier avec une femme, donc pas faire d'enfant. Ah, si, parce que ça, je l'ai entendu. Nanana, donc qui dit pas d'enfant, dit pas porter le nom. Ouais. Eh bien, écoute, merci. Hein. Merci, je suis trop contente. Merci Valérie. C'était vraiment un plaisir de faire cette Donc, conversation. Voilà. Donc, travaillons pour un monde idéal où on n'aura pas à se poser la question est-ce que je parle à un homme, est-ce que je parle à une femme, un homo, un noir, un chinois ou quoi. Ah, mais on a oublié de parler d'un truc. Oui, allez, dis-moi. Il y a une soirée qui est d'enseignement au stage qu'on organise chaque année, qui est une de mes soirées préférées, qui est très puissante et qui est un peu particulière et qui parle un peu de ça, de cette liberté d'être soi et vers la découverte de soi et de l'autre. Est-ce que tu peux nous en parler? C'est ce qu'on appelle la soirée inversée ou... Changement de sexe. Changement de sexe, voilà. Ouais. Oui, alors c'est vrai qu'il y a certains qui fuient cette soirée en ne venant pas du tout, ou en venant sous le fait de prendre ça, c'est une soirée travestie, mais en fait c'est une occasion de faire la fête aussi, il faut le dire, on s'amuse bien. Mais c'est plus qu'une soirée travestie pour faire la fête, c'est aussi un exercice. C'est quoi le principe Alors le principe en fait c'est que les hommes vont... alors soit ils ont prévu à l'avance, soit ils vont aller demander à des femmes qui ont des habits qui correspondent à leur taille. C'est le problème souvent. Donc les hommes vont s'habiller en femmes et les femmes vont s'habiller en hommes. Mais pas que, on ne va pas s'arrêter simplement aux habits, au maquillage, à la coiffure, à la perruque, les hauts talons et compagnie. C'est que vraiment après, il va falloir... les accessoires, habits, coiffure, maquillage ne sont que des supports pour aider à aller rechercher et ressentir la partie féminine, parce qu'on a tous en nous une part féminine et une part masculine. Par notre éducation, de par notre sexe, effectivement, voilà, un garçon, ça ne met pas de hauts talons, ça porte pas de rose. J'ai encore une anecdote. Au début des années 80, moi je travaillais dans une société d'informatique. Au tout début des années 80, j'étais le premier homme à porter des chemises roses au bureau. Alors qu'ils en étaient encore à la cravate noire, bleu marine, chemise blanche, chemise bleue, et le costume noir ou bleu marine. Basta. Et moi, j'arrivais avec des pinces-cravates, des chemises roses, des bretelles. Donc là, je ne vous raconte pas, c'était aussi le remue-ménage au bureau. Oui, ça m'a valu d'ailleurs, quelques années après, ça plus autre chose, de perdre ma place. Mais ça, c'est une autre histoire. Donc, effectivement... c'est vraiment aller découvrir sa part féminine pour les hommes et la part masculine pour les femmes. Puis se mettre aussi essayer de se mettre à la place du sexe. Oui, vraiment rentrer dedans. Alors c'est vrai, les hauts talons vont aider à chalouper un peu plus au niveau des hanches, et du coup les hanches commencent, les mecs qui ont toujours des hanches très figées, là les hanches vont commencer à chalouper, donc on sent son corps qui bouge. Moi j'adore ça, quoi. C'est le fait de mettre des hauts talons, c'est fatigant au bout d'un moment, ça fait mal aux pieds, mais on sent ces hanches qui bougent différemment, c'est vachement sensuel. Et c'est ça, et c'est aussi en même temps faire comprendre aux hommes qui se sont habillés en femmes et qui vont essayer d'aller chercher la féminité qu'ils ont en eux, de s'apercevoir qu'être une femme dans la société actuelle, c'est peut-être pas si évident que ça, parce que entre les mains baladeuses et ainsi de suite, donc là aussi peuvent découvrir, et c'est d'ailleurs souvent c'est le jeu dans cette soirée-là, c'est que les hommes qui se sont habillés en femmes, donc les femmes qui sont habillées en hommes, aillent un petit peu avoir le comportement de l'homme macho de tous les jours. Dans le métro, qui, main baladeuse, va pas hésiter, et ainsi de suite. Et de manière à ce que l'homme macho, pas tous, qui s'est déguisé en femme, ressente à son tour, ça fait quoi d'avoir une jolie robe toute légère et d'avoir une grosse main baladeuse et pas particulièrement sensuelle qui va... Donc c'est vraiment un exercice qui est très 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 puissant. Alors c'est vrai qu'on pourrait dire oui, par exemple pour un homme homosexuel, c'est vrai qu'on a tendance à prendre ça un petit peu plus, peut-être la soirée plus comme un jeu, mais je reconnais que même en ayant un cerveau féminin quelque part en bonne partie,
mais j'ai quand même un côté macho, dans un corps masculin, voilà, le fait d'onduler, de sentir le... C'est pour ça que j'adore m'habiller à l'indienne, le fait de sentir le tissu qui frôle les cuisses, les deux cuisses qui se touchent par l'intérieur et les talons qui te font onduler, c'est vachement sensuel. C'est plus sensuel qu'un bon gros jean qui te râpe la peau des cuisses, qui te râpe l'intérieur de... Enfin voilà quoi, donc je trouve que c'est vachement sensuel. Et personnellement, j'ai toujours été frustré dans les magasins. J'ai toujours eu tendance... Alors, quand avant ma silhouette me le permettait mieux, maintenant c'est un peu plus difficile, mais d'aller me diriger vers des habits plus féminins, parce que c'est coloré, c'est sensuel, c'est joli. Les mecs, je suis désolé, enfin déjà rien que dans le monde des affaires, alors vous avez un truc qui vous sert le kiki, là, vous avez pu respirer, alors bon, ils arrivent un peu à être original, mais à part le costume cravate, je veux dire, c'est dur d'être... Alors heureusement, avec la nouvelle génération, c'est un peu en train de changer, mais à ma génération, à moi, c'était un peu dur d'être original dans les habits en étant un homme, alors qu'en fait, soit les chaussures, quand je vois les pubs à la télé, Zalando et compagnie, punaise, mais waouh, il y a des chaussures, mais moi je serais une nana, je mettrais des chaussures comme ça, j'en aurais des milliers dans mon appart, quoi. Donc voilà, donc c'est sympa, j'adore cet exercice. Et le but, c'est de passer une soirée, éventuellement de trouver un ou une partenaire, et en fait, l'exercice doit continuer après dans l'intimité, effectivement. C'est-à-dire mélanger. Que si le rôle de l'homme, c'était, voilà, c'est moi qui prends l'initiative, et en gros, c'est moi qui suis dessus madame et qui impose le rythme, là, non, le monsieur qui est devenu madame... Il fait l'étoile de mer. Il fait l'étoile de mer, exactement. C'est pas moi qui décide, je fais ma grande timide, c'est toi qui m'emmène. Par contre, et c'est assez rigolo, parce que bon, voilà, j'ai un certain âge. J'ai découvert le message, j'avais 18 ans, j'ai fait mes premiers stages, j'avais 22 ans. J'ai un certain âge. Et régulièrement, après la soirée changement de sexe, il y a des gens... Alors, pour les femmes, j'ai pas trop souvenir avoir vu des témoignages parce que je pense que c'est tellement plus naturel qu'il n'y a pas besoin d'en parler. Mais il y a des hommes qui ou viennent témoigner au micro, ils ont le courage, soit des hommes qui, dans les 2-3 jours qui suivent cette soirée-là, viennent trouver un homosexuel raélien notoire en lui disant « Écoute, j'aimerais bien... puisque je te connais, puisqu'on est sur les stages, j'aimerais bien essayer avec toi parce que je me suis aperçu que ça m'attire. » Et alors, à ton avis, c'est quoi l'élément déclencheur, en fait ? Parce qu'effectivement, cette soirée, c'est un élément déclencheur. Parce que d'un coup, on permet de visiter une partie de soi-même, en fait, ce qu'on n'avait jamais vraiment connu. Et là, d'un coup, effectivement... il y a des personnes qui ont pensé toute leur vie qu'elles étaient hétérosexuelles. Et suite à cette soirée, elles se découvrent homosexuelles ou bisexuelles ou une attirance, en fait. Ou une attirance, oui. Mais je pense que c'est le contexte des stages. Alors, il y a le contexte général des stages, bien entendu l'enseignement, puisque durant l'enseignement, il y a quelqu'un... Alors, ça peut être... Maître Ea en fait référence régulièrement. Il peut même des fois faire monter sur scène 2 homosexuels ou homme ou femme et demander à ces 2 personnes de s'embrasser. Il le fait aussi avec l'histoire des seins, en disant, bah, regardez, un homme et une femme, ils ont des seins tous les 2, juste il y en a un qui est hyper développé. Mais, donc déjà là, je me souviens d'un Raélien que ça va interpeller très fort. Raël un jour demande, et je faisais partie des 2 en l'occurrence, à 2 homosexuels dans la salle qui veuillent bien monter, le rejoindre sur scène. Et donc bien sûr tout le monde criait n'est-ce pas, j'y va. Et puis il y avait un jour, je crois que c'était ses premiers stages, j'ai pas souvenir, on l'a pas trop revu après, tout pour vieux, s'en est pas remis. Et il monte sur scène et Maître Ea nous demande de nous embrasser. Donc on se roule une pelle et puis on redescend le soir. J'ai un Raélien qui vient me trouver en me disant « T'embrasses bien, ça m'a donné envie de te voir sur scène comme ça », et qui m'a invité à le rejoindre dans sa tente le soir même. Donc c'est vraiment à tous les niveaux, ça peut débloquer. Je pense que le contexte des stages s'y prête. Après tout, on est dans une bulle, je veux dire, c'est le moment ou jamais. C'est le but. Alors pour terminer, où est-ce qu'on peut contacter Aramis, donc l'association raélienne qui représente les minorités sexuelles? Du coup, c'est quoi? On a Alors il y a un site internet, aramisinternational.org.
Il y a une page Facebook. Donc, pareil, Aramis International aussi. Bon. Voilà, en général, hormis Aramis Auto en France, vous tapez Aramis International, donc vous allez arriver effectivement sur Aramis LGBT, même à travers le site rael.org. On doit avoir en lien effectivement Aramis International. Donc je vous engage à aller. Il y a des nouvelles sur toutes les dernières découvertes scientifiques, puisqu'effectivement, plus le temps passe et plus la science apporte son éclairage sur l'homosexualité. C'est pas le démon, c'est pas le diable, c'est pas une déviation justement. On n'est pas des invertis, mais c'est qu'une caractéristique génétique. Après, à savoir qu'est-ce qui fait et à quel moment de la conception ou de la croissance du fœtus, il y a eu effectivement cette particularité qui est venue, qui fait qu'on est plus porté vers les garçons ou vers les filles, ou les deux, ou pas que les garçons, ou pas que les filles, enfin bref. Et ça, la science est en train de travailler dessus, et ça progresse. Donc sur Aramis, il y a beaucoup d'articles scientifiques, des articles scientifiques aussi, il y en a eu, ça remonte déjà à quelques années en arrière, sur l'homosexualité chez les animaux. Alors bien sûr, on va me rétorquer, on n'est pas des animaux, on est des humains avec une âme. Non, mais c'est pour montrer que c'est un comportement naturel. Il y a des comportements. Dans un zoo, il y a un couple de pingouins garçons qui ont adopté un petit bébé pingouin et qui l'élèvent ensemble et tout. Ouais. Donc il y a plus de... j'ai oublié. Mais en tout cas, c'est plus de 250, et je ne sais même pas si ça ne monte pas à 400 espèces animales avec des comportements homosexuels. Donc c'est tout à fait naturel, ça fait partie de la vie, c'est normal. Et comme pour plein d'autres choses, la science, petit à petit, va venir démystifier quelque part cette zone d'ombre pour certains, pour prouver que c'est un fonctionnement normal. Et permettre en tout cas à tout le monde de vivre sa sexualité sans culpabilisation. Sans culpabilisation, sans justification, sans quoi que ce soit. Je le répète, quoi. Je veux dire, quand dans mon travail, on va pas... c'est pas la première question qu'on va me poser. Alors c'est sûr, je me promène, encore que des fois, j'ai un joli manteau avec un grand col en fourrure. Des fois, on me regarde bizarre dans les magasins. Mais bon, j'ai pas une corpulence, j'ai pas un aspect particulièrement qui correspondent aux clichés que les gens se font de la folle, ou de l'homosexuel en tout cas. Donc, c'est pas la première chose qu'on me pose comme question. Vous ne seriez pas pédé par hasard donc voilà, et c'est ça qui va être là demain, c'est que basta, quoi. On s'intéresse à ce que la personne a entre les deux oreilles, et après tout ce qu'elle fait autour, la couleur de sa peau, la couleur de ses yeux, et ce qu'elle fait la nuit ou ce qu'elle fait pas, ou toute seule, on s'en fiche. C'est de l'ordre de sa vie privée. Eh ben, merci beaucoup. Merci Valérie. Merci. Eh bien, tu feras un gros bisou à ton papa de ma part. Tu lui feras toi-même et où tu veux. Il vient, Macon ? Non. Si, il vient. Il vient. Vous voyez la semaine prochaine. Attends, tu lui as dit pour l'enregistrement ? Oui, je lui ai dit. J'allais lui faire un gros bisou. Je lui fais merci Jean-Luc. Merci beaucoup à Gégé et à mon père, ces deux grands hommes au cœur immense pour cette conversation. N'hésitez pas à vous abonner, vous pouvez nous retrouver sous le nom Les Nébuleuses Podcast sur iTunes, YouTube et Instagram. À bientôt!